Donc, j'ai le plaisir d'inaugurer cette session de reprise des travaux d'après-midi de ce forum. Je suis Cédric Daubin, je suis moi-même médecin réanimateur avec des préoccupations cliniques et éthiques qui pourraient peut-être paraître éloignées du sujet d'aujourd'hui, mais en fait, en écoutant les uns les autres, pas tant que cela. Alors, cet après-midi est consacré au parcours de vie et de recherche, tel est l'intitulé de la session. Et donc, on va essentiellement parler des patients avec Monsieur Hervé Platel, qui est professeur en neuropsychologie à l'université de Caen. On va, je crois, davantage parler des aidants avec le docteur Cyril Aziz Thomas, qui est psychiatre en gériatrie au CHU de Brest. Et puis, on va également parler de ces patients qui décèdent à travers la question du don de cerveau à fin de recherche avec le professeur Charles Dukertz, qui est chef de service de neuroanatomopathologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, afin de tenir les délais, je passe tout de suite la parole à Monsieur Hervé Platel. Merci beaucoup. Je suis absolument ravi de pouvoir participer à ce forum et sur cette session intitulée Parcours de vie et de recherche. Donc je suis professeur de psychologie spécialisé en neuropsychologie et je précise cela parce que c'est important de savoir qui parle. Et je voudrais revendiquer le fait qu'en tant que chercheur, je me revendique clairement comme chercheur en sciences humaines. Donc, ce qui ne va pas forcément de soi quand on dit neuropsychologie et que l'on fait partie d'un laboratoire INSERM. Mais clairement, moi, je me situe vraiment comme étant un chercheur en sciences humaines. Modestement, pour discuter donc de cette thématique parcours de vie et de recherche, j'aimerais amener quelques éléments concernant la recherche donc récente dans le domaine donc du vieillissement normal et pathologique, concernant les effets de l'éducation, des activités de loisirs et sur le concept de réserve cognitive et comment les résultats de travaux donc manipulant ces concepts viennent interroger aussi un certain nombre de questions d'éthique que l'on a déjà soulignées. Et en fait, tu disais que j'allais parler des patients, mais en fait, je pense que je vais parler de tout à chacun par rapport à son parcours de vie et ses conséquences en tant que éventuellement futur malade. Ce qui n'est pas très sympathique dit comme ça. Pour démarrer, j'ai pris quelques petits éléments d'un rapport publié par une association anglaise, Alzheimer Disease International, qui a publié un rapport en 2015 qui s'appuie sur des données internationales concernant l'évolution et le futur de l'impact de la maladie d'Alzheimer et des démences en général au niveau mondial, et donc notamment la prévalence, l'incidence, le coût. Ils sont assez doués, les anglo-saxons, pour montrer effectivement les aspects liés à une maladie, avec des slogans tout à fait forts, par exemple de dire que le coût, en fin de compte, des démences, estimé autour de 818 billions de dollars, pas millions, mais billions de dollars, correspondrait donc en fait en classement international à la 18e plus grande économie, avant, en fin de compte, ce que génère Apple, une entreprise comme Apple ou comme Google. Par ailleurs, si je vous présente ces chiffres, c'est surtout pour souligner un point qui est souligné de plus en plus dans différentes études, c'est que concernant les pays occidentaux, on va remarquer, contrairement à ce qui était attendu il y a quelques années qui n'est pas forcément très visible dans mon petit graphique là que j'ai repris, c'est qu'en définitive,
la croissance du nombre de nouveaux cas de patients a tendance dans les pays donc à haut niveau de richesse à se stabiliser, à rester effectivement, à se développer de manière assez faible, voire éventuellement certains indicateurs tendraient à dire qu'on est vers une phase plutôt de régression, que certains attribuent notamment à l'effet, effectivement, d'un certain nombre donc de facteurs de prévention et notamment aussi à l'augmentation dans les nouvelles générations de patients du niveau d'éducation de ces patients. Par contre, il ne faut pas que ceci occulte un point qui va être important dans les années futures, c'est qu'on va voir émerger un nombre très très important de patients dans justement les pays donc émergents, donc des pays donc avec des croissances économiques plus faibles, où l'espérance de vie était encore faible, mais elle augmente, et on va trouver effectivement ce qu'on appelait donc de manière un petit peu abusive peut-être une épidémie de cette maladie. Alors, les démences et le niveau d'éducation, il y a de plus en plus de publications qui attestent effectivement d'un lien entre le niveau d'éducation et la prévalence de ces maladies. J'ai juste mis un exemple ici, une publication dans Neurology qui est intéressante parce qu'elle a essayé, en fin de compte, de distinguer un certain nombre et de maîtriser un certain nombre de facteurs confondants, et notamment sur le fait qu'on pourrait dire de manière, parce que là aussi la science fonctionne avec des stéréotypes, que évidemment on s'attend à ce que les personnes les moins éduquées prennent moins bien soin de leur santé. Et que c'est une des raisons qui explique qu'elles, en fin de compte, elles ont plus de risques de développer un certain nombre de maladies en vieillissant. Or, dans cette étude, un certain nombre de caractéristiques de ces populations sur les risques cardiovasculaires, etc., sont maîtrisées et pris en compte pour démontrer qu'en maîtrisant ces facteurs, eh bien, on a un effet de l'éducation qui n'est pas expliqué par d'éventuels facteurs de négligence concernant la santé. Donc l'éducation reste, en fin de compte, un facteur qui permet, en fin de compte, de montrer un moindre risque d'incidence de cette maladie. Et des travaux dans, je dirais, des grandes études de population vont insister sur toujours le fait qu'on puisse distinguer le devenir, le parcours je dirais, de maladie des patients en fonction de leur niveau d'éducation. Et dans cette étude de bordelaise, que vous connaissez peut-être certains, eh bien, on insiste effectivement sur ce message, c'est-à-dire que eh bien, les personnes avec un haut niveau d'éducation, qui vont être considérées comme ayant éventuellement plus de réserves, vont pouvoir tenir, entre guillemets, plus longtemps sans avoir les symptômes cliniques de la maladie. Même s'ils sont porteurs de la maladie, il va y avoir un effet délai. On va, en fin de compte, chez ces populations, voir qu'il y a une forme de retard, évidemment, ce qui n'empêche pas la chute après des fonctions cognitives, et cette chute peut être d'autant plus brutale. Dans le laboratoire, il y a notamment l'équipe de Gelchetla qui a montré aussi quelles étaient les régions cérébrales qu'on pouvait corréler avec un certain nombre d'indicateurs liés au nombre d'années d'études. Là, il y aurait beaucoup à dire sur justement ce critère niveau d'éducation, années d'études, comment ceci est modélisé, et pour montrer que pour donner un message simple de ce type d'études, eh bien qu'on va retrouver effectivement donc une corrélation entre le fait que plus vous avez d'années d'études, plus vous avez la possibilité effectivement de voir un effet protecteur de votre cerveau dans un certain nombre de régions qui semblent être des régions particulièrement cruciales par rapport à l'avancée des symptômes cliniques et notamment de la mémoire. Alors, est-ce que notre santé cérébrale est conditionnée par notre éducation? On pourrait avoir cette forme de message un petit peu brutal.
Est-ce que tout se jouerait dès les premières années de notre développement? Ça paraît effectivement assez raide de le dire comme ça. Et il faut aussi considérer que non seulement c'est un message qu'on peut voir transparaître dans des travaux donc chez l'homme et épidémiologiques essentiellement, mais qu'on va aussi retrouver donc modélisé en fin de compte dans les travaux chez l'animal. Donc en disant qu'effectivement, l'enrichissement de l'environnement contribue effectivement à des effets, à des liens avec la santé, notamment cérébrale, donc plus tard dans la vie. Mais, et c'est là que ça va devenir plus intéressant, c'est est-ce que ce qui est mis en place dans l'enfance peut être modulé par les parcours de vie à l'âge adulte et jusqu'à quel point? C'est là où on va rentrer effectivement dans les considérations sur la réserve cognitive et ce qui peut être fait pour augmenter cette réserve cognitive, au-delà du niveau d'éducation qui semble être un facteur effectivement assez déterministe, mais sur lequel on peut voir qu'il y a des modulations heureusement possibles. Sur ce petit schéma, j'en profite juste pour faire une incise sur un point qui peut être intéressant à considérer, c'est qu'à n'importe quel moment des étapes de notre développement, de notre vie, on peut être amené évidemment à être un patient, mais on peut être amené aussi à être un participant de la recherche. Et ça peut commencer très tôt puisque on a des enfants effectivement qui participent à des protocoles de recherche et c'est assez intéressant de se poser la question comment on se positionne lorsqu'on a été dans un environnement familial où effectivement on nous a incité même déjà en tant qu'enfant à être participant à la recherche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre le vieillissement cérébral et cognitif? Alors, on peut penser qu'on peut agir sur le vieillissement du corps, mais ça demande beaucoup de travail, hein, et c'est moi qui ne fais pas de sport, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon. Est-ce qu'on peut agir sur le vieillissement cérebral? Alors là aussi, je fais exprès effectivement de montrer un certain nombre de choses qui suscitent la discussion et notamment qui sont tout à fait je dirais en lien avec un certain nombre de stéréotypes. Alors aujourd'hui, il y a une grande idée, enfin il y a une grande chose, c'est la neuroplasticité. Et la neuroplasticité, donc depuis le début des années 2000, voilà, on sait maintenant, on peut donc objectiver que notre cerveau est en capacité de se modifier de différentes manières, de manière structurelle et de manière fonctionnelle, en fonction des expériences vécues. OK. Là aussi, une petite parenthèse, c'est qu'on voit la neuroplasticité qui est, on va dire, proposée un petit peu à toutes les sauces. Et je pense qu'il y a une grande question, donc certainement pour les chercheurs aujourd'hui, c'est de faire attention au message qu'on délivre par rapport à la neuroplasticité et pour un certain nombre de travaux. Dans le domaine des maladies neurodégénératives, il est clair que moi j'ai rencontré dans des interventions grand public des familles de patients qui imaginaient que la neuroplasticité, puisqu'ils en avaient entendu parler, c'était un phénomène suffisamment puissant pour permettre en fait au cerveau de quelqu'un, de porteur d'une maladie d'Alzheimer, à son cerveau de se reconstruire et d'aller à l'encontre de la maladie. Et donc, il y a des fois des folles espérances, en fin de compte, sur ce type de concepts et de travaux. Alors, il y a des nouveaux neurones, de nouvelles connexions qui sont créées tout au long de la vie, ok. Et ça nous amène à différents types de concepts. Le concept de réserve cognitive, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, avec je dirais, deux facettes, donc réserve cognitive et réserve neurale, hein, dans la manière dont on va pouvoir effectivement modifier le fonctionnement de notre cerveau grâce aux expériences, mais aussi de manière basique, comment notre cerveau dispose d'une réserve de base, hein, pour se défendre vis-à-vis du vieillissement. Alors, qu'est-ce qui nous permet de nous défendre vis-à-vis du vieillissement et de moduler cette réserve? Eh bien, pas mal de facteurs. On a parlé de l'éducation, et puis de plus en plus, dans pas mal de travaux, on parle effectivement de l'impact de nos activités de loisirs, des activités physiques, il y a beaucoup de travaux, mais donc des activités sociales.
Cela est repris dans pas mal de travaux de la littérature, et pour montrer que dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, effectivement, on a un parcours de vie qui est extrêmement complexe, de multiples aspects de ces facteurs de vie qui vont moduler potentiellement la manière dont la maladie va s'exprimer, plus ou moins tardivement, suivant les individus. Et donc des auteurs, il y en a plein, hein, qui proposent des recommandations, je dirais, qui sont maintenant assez classiques sur ce qui devrait être proposé aux populations pour essayer de limiter, de contrer l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Donc, premièrement, tout ce qui est ce qu'on peut faire pour réduire les risques cardiovasculaires, qui sont bien connus maintenant, hein, le diabète, diminuer sa consommation de tabac, etc. Et puis, le deuxième point, c'est évidemment tout ce qui va permettre d'augmenter notre stimulation cognitive, et notamment les activités occupationnelles, de loisirs, notre engagement social. Et bien sûr, le troisième aspect, c'est l'aspect donc activité physique et augmentation, en fin de compte, de la qualité du métabolisme. Alors moi, je travaille au niveau de la recherche sur ces concepts de réserve cognitive, et notamment sur l'impact des activités de loisirs, et notamment des activités comme la musique. Est-ce que faire de la musique, par exemple, ça peut vous aider à mieux vieillir? Est-ce que les musiciens vieillissent mieux? Pas tous. Hein. Il y en a certains qui sont décédés, alors plus ou moins jeunes, hein, donc récemment. Est-ce que démarrer sur le tard la musique peut nous aider à mieux vieillir? En tout cas, on peut l'imaginer, parfois on peut l'espérer. Est-ce que c'est si vrai que ça? Alors, dans le laboratoire, on a montré effectivement que chez des musiciens jeunes, une chose qui est assez remarquable, c'est que leur expertise musicale est corrélée notamment avec une augmentation de l'activité, mais aussi de la structure de leur cerveau, notamment dans les régions hippocampiques, et que l'augmentation du volume hippocampique était corrélée avec leur nombre d'années de pratique de la musique. Alors quand on dit ça, on se dit, ah tiens, l'hippocampe, la mémoire, donc peut-être que les vieux musiciens, ils ont des gros hippocampes, peut-être qu'ils vieillissent mieux au niveau de la mémoire, et donc c'est une hypothèse qu'on peut poser. Certains travaux montrent effectivement que chez les musiciens, on peut trouver un volume hippocampique plus important que chez des non-musiciens, mais que ce n'est pas forcément corrélé avec des index de mémoire, mais plutôt avec donc des performances qu'on appelle liées à l'intelligence fluide, notamment des capacités liées à la mémoire de travail et aux fonctions exécutives, plus qu'à la mémoire en tant que telle. D'autres travaux, au-delà de l'hippocampe, montrent qu'un certain nombre de régions cérébrales peuvent être moins atrophiques avec l'âge chez des populations de musiciens experts par rapport à d'autres populations. Alors, ça, c'est OK, j'ai une expertise, bon, il y a quelques éléments, mais maintenant, je démarre, en fin de compte, une activité musicale tardivement dans la vie. Par exemple, j'ai 60 ans, je commence à apprendre des cours de piano. Et quels sont les bénéfices d'un point de vue cognitif? Certains travaux, comme ce travail assez joli de Bugos et collaborateurs, montrent qu'il y a une amélioration potentielle des performances exécutives chez les personnes âgées recevant des leçons de piano. Très bien. Donc, est-ce que la musique protège des effets délétères du vieillissement? Moi, j'ai pris, voilà, à terme d'illustration, ce point particulier parce qu'il y a beaucoup de littérature qui suscite des interrogations, des débats. En fait, oui, on peut dire que les sujets âgés musiciens ont des performances cognitives qui peuvent être sur certains index, notamment les fonctions exécutives supérieures à des sujets âgés non musiciens. Il y a même des études qui montrent que quand on regarde des populations de jumeaux, que celui qui a fait de la musique par rapport à celui qui n'a pas fait de musique a moins de risques de démarrer une maladie neurodégénérative. Alors, en tout cas, ils ont été moins nombreux. Est-ce que ça retarde l'apparition des troubles de la mémoire? C'est pas évident, puisque en définitive, au bout du compte, est-ce que si la musique empêchait de démarrer une maladie d'Alzheimer, ça se saurait, mais c'est pas si vrai que ça, puisqu'il y a des patients musiciens qui deviennent patients Alzheimer, enfin des sujets musiciens pardon qui deviennent Alzheimer.
Bon, donc de fait, je pense qu'on peut montrer avec ce type d'exemple qu'il y a certains facteurs qui peuvent être séduisants sur un point par rapport à l'effet du vieillissement, mais qu'il ne faut pas en attendre non plus des miracles. Par contre, de l'intérêt des prises en charge cliniques utilisant des supports et activités artistiques, je pense que ça, il y aurait beaucoup à dire. Là, on est dans le diagnostic précoce par rapport à ces journées, donc je ne vais pas en parler, mais il y a évidemment par rapport effectivement à la qualité de citoyens de ces patients qui doivent continuer à être des citoyens continuant à bénéficier en fin de compte d'une vie culturelle et d'être stimulés par cette vie culturelle, il y aurait effectivement beaucoup à dire. Alors, je termine par les questions éthiques que moi, il me semble que ça pose ces recherches-là. Alors, j'en pose quelques-unes qui me sont venues à l'idée. Peut-être que vous en avez d'autres qui vous sont venues à l'idée aussi. Je pense qu'il y a un premier point sur l'éducation, c'est le risque d'amalgame qu'on connaît bien entre le problème du niveau socio-économique et la qualité de l'éducation. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un niveau socio-économique faible que ça veut dire qu'on a une éducation faible. Et donc, il y a beaucoup de travaux. Donc, on aurait pu la rediscuter donc avec la collègue de tout à l'heure, donc parlant des stéréotypes, qui serait tout à fait intéressant à considérer. Et puis, plus directement lié à la réserve cognitive et à tous les travaux dont on entend parler aujourd'hui sur la stimulation sociale et cognitive, on voit bien qu'on rentre dans un phénomène de pression sociale sur le devoir de stimulation tout au long de la vie. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de résister à des effets de mode et à des recettes uniques. On les voit passer régulièrement. La musique en fait partie, la méditation, la stimulation par des petits jeux vidéo, vous les connaissez. Il y a aussi le danger de hiérarchiser l'intérêt des activités sociales. Et moi, je trouve qu'effectivement, le plus mauvais message, c'est de dire il faut faire ça et rien d'autre. Je disais que je n'étais pas particulièrement un grand sportif. Donc, voilà, si vous avez envie de faire de la marche à pied, il faut faire de la marche à pied. Si vous avez envie de faire de la musique, vous faites de la musique. Si vous avez envie de faire de la méditation, faites donc de la méditation. Si vous avez envie de changer d'activité au cours de votre vie, vous avez le droit aussi. Et cette liberté-là, elle est importante. Une question qui ne me semble pas anodine, c'est l'intrusion de plus en plus grande dans ces études en termes de recherche, mais aussi potentiellement d'un point de vue clinique, des chercheurs et des professionnels de santé sur les activités de notre vie culturelle et sociale. Donc, les neuropsychologues savent bien, quand on rencontre pour la première fois un patient, on fait une anamnèse. Mais jusqu'où on doit aller dans l'anamnèse de notre parcours de vie, qui ne soit pas trop intrusif. Et ce n'est pas forcément évident de trouver la juste mesure de cela. Et puis un point, moi, qui m'intéresse plus directement, mais qui est moins lié au diagnostic précoce, c'est le positionnement des interventions culturelles dans les établissements de soins. Parce qu'on voit que dans beaucoup de cas, on ne sait pas très bien si on est dans l'animation ou si on est dans la prise en charge. Et le discours des intervenants peut être tout à fait ambigu par rapport à ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexions à mener par rapport à ces questions. Voilà les quelques questionnements que je voulais vous soumettre. Alors, merci. On va enchaîner les 3 présentations avant la discussion avec la salle. Donc, je donne la parole maintenant à Cyril Aziz-Thomas. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de me permettre de participer à ce congrès passionnant et aussi de vous restituer une partie de mon expérience dans le champ de maladie d'Alzheimer. Je m'occupe de maladie d'Alzheimer depuis que je suis psychiatre du sujet âgé. Donc, je suis responsable d'un service, d'un intersecteur de psychiatrie du sujet âgé. Outre cette fonction depuis 1 an maintenant de coordonnateur, de facilitateur de la réflexion éthique au sein d'un comité ad hoc donc au CHU de Brest en lien avec Jean-Michel Bols qui lui maintenant dirige l'espace éthique dont on va installer la première réunion en termes de réseau de réflexion éthique et santé en Bretagne. Voilà, je parlais aussi d'une position de doctorant en droit public. Donc je vais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit peut-être ce matin, notamment dans les
Première diapo. Alors, effectivement, je confirme ce qui a été dit. Je vais vous parler, moi, en tant aussi que professionnel de santé. Donc, vous allez sentir le malade et également l'aidant, puisque j'ai fait quelques études sur la souffrance psychique des aidants. Alors, d'abord, là, c'est le juriste qui va parler. J'avoue que moi, je suis toujours très prudent sur cette notion de bienfaisance qui est continuellement mobilisée, notamment très souvent employée par le Conseil consultatif national d'éthique. Alors, sans doute que pour la recherche et dans le champ de la santé, c'est toujours bien de partir avec des bonnes intentions. Néanmoins, voilà, quand on est juriste, on voit les contentieux, on voit un certain nombre de problèmes qui ne se passent pas bien, ou au nom de la bienfaisance, des choses pas forcément bienfaisantes ont été faites. Et je pense qu'il serait également fructueux de bien comprendre que la bienfaisance aujourd'hui laisse plus le pas ou accuse un peu le pas pour laisser plus le champ et une réflexion sur la proportionnalité. On en a parlé un peu ce matin avec cette balance bénéfice-risque. Ou sur la question de la dignité, notamment parce que pour la dignité, ça n'a pas été les années 70 qui ont été le moment où ça a basculé, ça a été vraiment ce qui a précédé la consécration de la dignité en tant que principe à valeur constitutionnelle, notamment par la loi bioéthique en juillet 1994. Et ce qui a précédé cette loi bioéthique, c'est quand même un arrêt Miot du Conseil d'État en 1993, suite à des expérimentations sur une personne en mort cérébrale qui n'avait le consentement de personne, ni évidemment du malade, ni de ses proches. Et c'est à cette occasion que le Conseil d'État a mis en évidence ces fameux principes déontologiques fondamentaux sur lesquels ensuite la réflexion juridique a pu, notamment en se fondant sur le préambule de la Constitution de 1946, mettre en avant la valeur de la dignité humaine. Donc vous comprendrez que ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est les passerelles entre éthique et droit. Évidemment, la place du choix, aujourd'hui, dans notre démocratie sanitaire, a une valeur particulière. Louis Lavelle disait que la possibilité de choix fait la dignité intérieure de tout être réel qui n'est point un objet. Alors, il faut de ce fait rester vigilant par rapport à certaines expressions qui ne sont jamais neutres, notamment quand il s'agit de l'intitulé même de la loi. La récente loi pour la psychiatrie du 5 juillet 2011 parle de personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. On est dans quand même quelque chose qui est, on n'est pas l'acteur de sa santé mentale, mais on fait l'objet de soins psychiatriques qui renvoie à une position passive. Évidemment, le principe philosophique d'autonomie kantien, avec cette dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable. Et évidemment, quand on est dans le champ de la démence, la nature raisonnable, on la cherche. On est donc renvoyé à des questionnements éthiques. Je cite le CCNE qui évoquait que dès le Moyen-Âge et même avant, Maïmonide, on était quand même plutôt avec la médecine humaniste dans l'effort d'individualiser la personne comme sujet d'attention et non comme un simple objet de soin. Cette personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, vous savez que dans les champs des soins psychiatriques, il y a ce qu'on appelle maintenant non plus les hospitalisations sans consentement, mais les soins sans consentement, ce qui quand même est compliqué au plan conceptuel à articuler, parce qu'un soin, par définition, ça doit partir du consentement, d'où les questionnements éthiques et juridiques que pose un certain nombre de problématiques institutionnelles, mais aussi des contentieux en termes de soins sans consentement sur le fait de ne pas respecter la volonté des personnes qui sont en soins sans consentement. Alors, par exemple, pour les soins sous décision du représentant de l'État, les ex-hospitalisations d'office, vous savez que les critères légaux, c'est le trouble grave à l'ordre public ou la mise en cause de la sûreté des personnes, et non pas, dans l'intitulé de la loi, la question du consentement, ce qui fait que, stricto sensu, quelqu'un qui est en SDRE, comme on dit aujourd'hui, est capable de consentir. Donc, est-ce qu'on fait les injections? Est-ce qu'on ne les fait pas? Bien souvent, on les fait sans respecter la volonté du malade. Et il y a aujourd'hui du contentieux, avec parfois même des indemnisations où l'injection de neuroleptiques peut être comptabilisée à 2 ou 3 000 euros selon le juge des libertés ou le positionnement du juge judiciaire. La Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 3, pourquoi je vous en parle, c'est parce que justement ça sanctuarise le droit de la personne à son intégrité physique et mentale en tant que personne. On est donc bien dans la question du consentement qui doit rester libre et éclairé et qui doit nécessiter de l'information. Alors, j'essaie d'articuler cette position éthique et juridique avec cette réflexion qui est la mienne autour du
depuis plusieurs années autour des malades qui ont des troubles de mémoire. Et si on met maintenant le focus non plus sur la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, mais sur la personne humaine et sa mémoire, je vais essayer de vous présenter ce qu'on peut articuler comme réflexion, notamment phénoménologique ou sémiotique et aussi psychopathologique, puisque je suis psychiatre, sur la question de cette mémoire. Alors, je suis parti essentiellement de deux choses, d'une problématisation très simple pour que tout le monde puisse comprendre, qui est comment on fait pour vivre sans mémoire. Est-ce qu'on est bien dans la question du parcours de vie? Donc, quand bien même quand bien même on est beaucoup dans le parcours de recherche depuis ces deux jours, il y a aussi le parcours de vie. C'est l'intitulé de cette table ronde. Et puis donc, essayer de partir d'une définition qui me semble la plus intéressante, qui est celle que je vous cite, qui fait référence à une définition phénoménologique suite à la philosophie d'Edmond Husserl. La rétention, le fait de retenir des informations, est en fait ce point d'intersection, nous dit Marie-Lou Eustache, entre mémoire à court terme et identité, entre un être en train de penser et l'être qui vit. J'aime beaucoup cette façon de dire les choses parce que ça rejoint beaucoup, très paradoxalement, ça rejoint énormément ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut avoir comme expérience en termes de parcours de soins. Alors, cet être qui vit quand on s'en occupe, c'est évidemment son histoire de vie, sa biographie. Vous savez que la démence, c'est beaucoup une désorientation biographique, disait Tatosian. Trouble de l'orientation biographique, avant d'être un trouble de l'orientation dans le temps ou dans l'espace, par exemple. Eh bien, on voit avec des études prospectives dans lesquelles les personnes qui ont accepté cette recherche ont vu leur cerveau examiné à leur mort. Et donc, on regarde les lésions histopathologiques qu'on vous a décrites tout à l'heure ou ce matin, et bien que, par exemple, cette solitude multiplie par 2 le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Donc là, on est bien dans le parcours de vie. C'est ce qui fait que souvent, je dis, la maladie d'Alzheimer, c'est quand même la double peine. Parce que non seulement vous êtes seul et vous augmentez votre risque de maladie d'Alzheimer, mais quand vous êtes atteint par la maladie, eh bien, au début, les amis se manifestent, mais au bout d'un moment, les amis, ça se lasse et vous vous retrouvez seul, un peu enfermé dans cette maladie. Donc, c'est quand même pas anodin d'annoncer un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, la psychiatrie était traversée, vous savez, par un certain nombre de polémiques. Il y a eu cet ouvrage de Jean Maisondieu, L'excès de raison. Et puis, cette mise en opposition entre la réflexion psychopathologique, l'apport des neurosciences. Au-delà de ça, je retiendrai juste quand même une idée de Jean Maisondieu que j'ai trouvée intéressante, parce que c'est jamais bon de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte, loin de là, mais cette idée de suicide en effigie dans certaines formes, je dis bien certaines formes de maladie d'Alzheimer, est intéressante, et vous pouvez la mettre un petit peu en perspective avec les suicides tout court, les suicides aboutis, on ne dit plus suicide réussi, heureusement aujourd'hui, que Yves Pélissier nommait les suicides de constatation, où certaines personnes âgées qui sont dans des sollicitations affectives se voient renvoyer une indifférence. Ce que Yves Pélissier lui disait encore, il disait la cruauté de l'indifférence sociale. Eh bien, les personnes peuvent voir dans l'attitude d'indifférence le signal permissif donné pour se supprimer. On appelle ça un suicide de constatation. Je pense qu'il y aurait un champ de recherche psychopathologique à fouiller sur le suicide cognitif, en réalité. Et puis, pourquoi? Parce que cette pathologie a ceci de particulier qu'elle induit une discontinuité. Il y a les moments où la personne est reliée à son environnement, à son monde, à sa famille, à son entourage, puis il y a les moments où elle ne l'est plus. Donc c'est un pointillé. Et cette expérience-là fait que cette discontinuité de l'être au monde induit, si vous voulez, un sentiment très particulier dans le vécu de la maladie qui n'est pas facile à restituer, mais qui dit bien, là encore, la question de l'identité, de la conscience de soi qui peut être fragmentée ou fragilisée ou mise en danger avec cette maladie. Et c'est une maladie qui, du coup, est compliquée à modéliser, qui peine encore, même si l'Association France Alzheimer et d'autres associations essaient vraiment de faire connaître le point de vue des malades, le point de vue de leur famille, et qui nous oblige quelque part à parler de cette mémoire de profane qui a longtemps été mise de côté. Alors, je me suis un petit peu amusé à revoir la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé sur l'annonce du diagnostic, et par rapport à cette idée de parcours, eh bien, le mot parcours n'apparaît jamais.
dans cette recommandation de 2009. Pourtant, derrière le discours, il y a le parcours. Ça, les psychiatres savent ce qu'il en est de ce parcours. Et finalement, c'est vrai que quand on regarde beaucoup de travaux de façon un petit peu distanciée, on se dit que la médecine s'empare de l'homme, s'empare même de son cerveau, on en parlera peut-être tout à l'heure, fabrique son savoir et laisse un reste dont elle n'a pas forcément envie de partager les incidences affectives, spirituelles, cognitives, familiales. Ce qui fait qu'il serait bon de temps en temps de rappeler qu'on n'est pas médecin parce qu'on a un diplôme. Bien sûr qu'il y a un exercice légal de la médecine, mais on est médecin aussi parce qu'on est conforme aux attentes par rapport à l'homme de l'art. Et l'homme de l'art, il n'a pas attendu les diplômes de médecine pour exister. C'est l'homme qui s'est inscrit dans un réseau humain. Et comme Pascal David le répète de temps en temps ou le rappelle, le mot médecine apparaît avant médecin et c'est pas neutre. Ça peut être qu'un fait linguistique sans doute, mais ça peut être aussi interprété au sens où ce n'est pas la médecine qui se définit comme savoir ou pratique du médecin, mais le médecin qui se définit par rapport à la médecine s'il est à la hauteur de son art. Alors je vais vous prendre juste un trouble du comportement, parce qu'en tant que psychiatre du sujet âgé, on est très souvent sollicité pour les troubles du comportement, parfois suite d'ailleurs des consultations mémoire qui n'ont pas été bien vécues, ceci dit en passant. Eh bien, je trouvais intéressant de parler du risque apathique, puisque à la fois l'apathie est un marqueur reconnu aujourd'hui, un facteur de risque, tout au moins de déclin cognitif rapide dans les phases prédémentielles, mais c'est aussi un vrai trouble du comportement pour lesquels on n'est pas forcément plus sollicité que ça, parce qu'on est bien plus souvent appelé pour des troubles qu'on dit positifs, c'est-à-dire de l'agressivité, de l'agitation, des délires. Et des patients qui restent sans rien faire et qui sont repliés sur eux-mêmes et qu'on oublie dans un coin d'une maison de retraite, ça se voit aussi. Et ça pose la question de l'abandon du patient à sa dépendance, qui peu à peu incorpore cette indifférence, ce désespoir, cette solitude dans sa mémoire, ce qui va non plus là vider sa réserve cognitive, mais on pourrait dire assécher sa réserve affective, d'où une indifférence à l'échec, et un désapprentissage qui va être à la hauteur de cette indifférence à l'échec. Quand on a envie de réussir, on a envie d'apprendre. Quand on n'est plus du tout intéressé par le fait de réussir, eh bien, on n'a plus non plus l'envie d'apprendre. Donc, il y a ce côté cercle vicieux que je vous le présente. C'est une modélisation, on n'est pas obligé de penser comme ça, mais je trouvais intéressant de vous le proposer parce qu'on sait aussi que l'apathie, par ailleurs, c'est quelque chose qui répond pas si mal au traitement actuel anticholinéstérasique. Et donc, on est là dans une possibilité de soin relationnel qui est complémentaire à un soin médicamenteux. Alors, d'un point de vue maintenant plus sémiotique, c'est vrai que dans la sémiosphère familiale, dans ce qui va faire le sens de ce qui est dit au sein de la famille, dans le parcours de vie familiale, eh bien, il y a la vraie souffrance de l'aidant dont je vais vous parler avec des résultats d'études, dont certaines qu'on a menées avec Limoges, Poitiers et Paris. Eh bien, comme le dit Zieberberg, la maison du sens est assez vaste pour accueillir tant le continu que le discontinu. Le problème, c'est qu'avec la maladie d'Alzheimer, il y a une incapacité de gérer la complexité. Il y a une réduction progressive des aptitudes à gérer le quotidien et parfois même une inaptitude à gérer l'accidentel en dehors même, ou à côté même des pertes de mémoire. Du coup, on est peu à peu, malheureusement, souvent résignés, nous, en tant que professionnels de santé ou en tant que soignants, à imaginer que les personnes n'ont plus de vie psychique et on oublie que leur vie psychique continue, que leur envie aussi de sens persiste. Je vous offre aussi une petite vignette clinique d'il y a plusieurs années en institution. À l'époque, on parlait de long séjour. Une veille de Noël, une vieille dame démente placée devant une cheminée en carton illuminée. Donc, toujours ces animations. On essaie de mettre de la vie dans ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, éprouver au quotidien, illuminée d'une lampe rouge en guise de foyer, finit par demander d'en être reculée avec le feu, comme elle disait, elle avait trop chaud. Donc on est bien dans ces observations-là, mis en face d'une vie psychique résiduelle, d'une vie psychique persistante, qui nous montre qu'il y a une certaine jouissance sémiotique qui persiste dans cette machinerie cérébro-psychique complexe, dans cette dynamique en même temps mentale, qui continue parce que c'est la source d'un vivre ensemble et quelque part c'est une cognition incarnée qui renvoie à un savoir-faire affectif, à un savoir-vivre affectif.
Alors, le rapport du temps présent au temps présent du malade dément, vous pouvez le deviner, est assez particulier. La réflexion phénoménologique a parlé déjà depuis, a avancé depuis des années avec Minkowski, cette notion de présentisme, qui est souvent prise pour une notion, les malades sont et vivent dans le présent. C'est vrai, ça peut être ça. Mais dans le sens premier qui mettait Eugène Minkowski, ça voulait dire l'incapacité à vérifier que le souvenir est bien dans le passé et éloigné du présent. Et donc cette incapacité à empêcher le souvenir passé de revenir dans le présent, c'est ça le présentisme. Et c'est ce qui fait que bien souvent, un peu comme la question de la stigmatisation tout à l'heure, la pensée des malades va être occupée à s'y retrouver dans leur orientation biographique et ne va pas pouvoir être mobilisée dans les tâches mnésiques qu'on leur demande. Et c'est tout le problème de la psychométrie, il me semble, c'est que on est sur des mémoires avec des modèles très particuliers qui fonctionnent pour certaines choses, pas pour d'autres, notamment la mémoire olfactive ne rentre pas là-dedans. Et on devrait parler de biomnèse, c'est-à-dire de mémoire de vie, de façon aussi importante qu'on parle de mémoire épisodique ou de mémoire à court terme, à mon sens. Alors, si on regarde les choses d'un point de vue un peu plus sémiotique, c'est vrai qu'on peut opposer présentification et présentisme, mais on peut opposer intentionnalité-attention et indifférence de l'autre. C'est important de considérer l'indifférence affective parce qu'avec la démotivation, c'est vraiment ça qui explique l'apathie. Et c'est, à mon sens, quelque chose qu'on pourrait devoir éviter avec un accompagnement affectif bien pensé, bien amené. Pourquoi je le dis? Parce qu'il me semble qu'un peu en conformité avec ce qui a été dit ce matin, à propos des biomarqueurs, où certaines observations disaient, un collègue neurologue nous disait ce matin, malgré les résultats des biomarqueurs qui sont vraiment évidents, il y a une maladie d'Alzheimer, on le revoit 1 an après, ça n'a pas bougé. 2 ans après, ça n'a pas bougé. 3 ans après, ça n'a pas bougé. Oui, c'est une bonne remarque, c'est une bonne façon de dire qu'il y a aussi des déclins qui sont des déclins résilients, des déclins pour lesquels les patients continuent de compenser, ou en tout cas ont réussi avec un environnement adapté à faire jouer leur petite musique adaptative. Et raison de plus, je crois, pour lutter contre l'idée que la maladie d'Alzheimer est une mort de l'esprit. Alors, une fois qu'on a vu ou regardé ou présenté les choses de cette manière, qu'est-ce qui se passe du côté de l'aidant? Et là, je vais vous présenter quelques résultats d'études, donc de l'étude Pixel. On avait montré que, contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, les facteurs de saturation ne sont pas liés à la sévérité de la maladie. Ce qui est mis en avant, c'est d'une certaine manière le droit à la stabilité mentale de l'aidant, c'est-à-dire cette disponibilité qui lui est c'est très chronophage de s'occuper d'un malade d'Alzheimer, qui lui est amputée, où on est continuellement sur le qui-vive pour essayer de satisfaire les besoins du patient. Et on avait repéré que plus de 2 heures d'aide par jour pour le malade était un facteur de saturation extrêmement important, ou le fait qu'il manque ou qu'il n'y ait pas de soutien à domicile, ou que la prise en charge durait dans le temps. Et on avait repéré que les aidants en souffrance psychique étaient aussi les mêmes qui reculaient un soin pour eux-mêmes, un soin dentaire par exemple, ou un soin pour aller voir le cardiologue ou autre, de par l'importance de la tâche qui était la leur en tant que proche aidant, ce qui vous explique que là, on est effectivement devant un problème politique. Et ce n'est pas pour rien que la loi d'adaptation à la société au vieillissement dit, article 1er, l'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national. Donc ce droit au répit est quelque chose que la nouvelle loi d'adaptation à la société au vieillissement a sanctuarisé. Je pense que c'est extrêmement intéressant et politiquement bien amené. On avait montré d'autres résultats, je vous les cite rapidement, notamment le fait que plus d'un tiers des conjoints déclaraient consommer des somnifères et 34% des tranquillisants suite à la maladie de leurs proches, parfois même les propres médicaments de leurs proches. On le voit ça assez régulièrement, puisque en tant que responsable d'un intersecteur, on a monté une équipe mobile qui va dans les EHPAD, qui va au domicile pour aider les personnes. L'hospitalisation temps plein, c'est un peu aujourd'hui quelque chose qu'on réduit au strict minimum et on est dans ce virage ambulatoire au plan politique. Eh bien, on le voit, beaucoup d'aidants qui sont totalement épuisés tapent dans la cagnotte médicamenteuse ou dans la caisse à pharmacie de la maison. On avait donc plutôt mis en avant dans la dernière phase de l'étude Pixel cette notion d'aidant fragile, puisqu'on a des pourcentages extrêmement importants de dépression chez l'aidant. Et Roger Gilles, dans les travaux qu'il avait fait au plan neuropsychologique sur
sa façon d'appréhender le self, montrait que l'atteinte de la conscience de soi du malade d'Alzheimer était une des raisons importantes de la détresse de l'aidant. Il avait repéré que ça avait un lien fort avec l'apathie, ce qui me semble tout à fait cohérent et complémentaire avec ce que je vous dis. Donc pour finir, et pour insister sur cette notion de parcours, puisqu'aujourd'hui la loi de modernisation de notre système de santé parle beaucoup de parcours de santé, je pense que l'intervention soignante doit se faire au prisme du parcours de santé, entre parcours de vie et parcours de recherche, et qu'il il faut faire des efforts, nous, de notre côté, en termes de professionnalisme, pour que ce parcours soit ni un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans une information renforcée, ni une relation de force, les personnes ne sont pas des objets de soins, mais un espace de délibération pour s'en approprier le sens. La question du sens reste première, avec des questionnements qui doivent demeurer. Quel choix proposer? Quelle mémoire créditer? Quelle mémoire on crédite à la personne Alzheimer? Quelle mémoire on crédite dans une activité? On parlait des stigmas ce matin, mais dans les tests de débrouillage, les petits riens, on va dire, que sont les MMS, on voit bien qu'à partir du moment où on commence à poser la question du niveau culturel et qu'on tombe sur une personne qui n'a pas eu, par exemple, ce certificat d'études, il y a parfois des patientes qui ont honte de dire non, je n'ai pas eu mon certificat d'études. Donc ça, évidemment, ça va entraver les performances psychométriques. Donc pour finir, j'ai envie de dire, voilà, est-ce qu'on peut vivre sans mémoire? Si on est apathique, en partie, mais est-ce qu'on peut vivre sans patience? C'est aussi une vraie question. Je vous laisse avec ce dialogue autour de la thébaïde. Je vous remercie. Voilà, donc on va enchaîner donc avec l'intervention de M. Charles Duquertz. Je suis un peu inquiet. Je pense qu'on va changer de point de vue et bien sûr le forum tel qu'il a été conçu justement planifie ces changements de point de vue et donc je vais prendre un point de vue radicalement différent. Le patient est en fin de vie et nous allons essayer de voir ce qu'il a dans le cerveau. Donc c'est la question du don du cerveau post-mortem pour la recherche scientifique. Alors évidemment, le don de cerveau post-mortem, vous l'imaginez, rencontre un certain nombre de résistances et c'est très difficile d'en parler en fait. Alors j'ai choisi d'en parler de façon un tout petit peu imagée, sauf que ça ne marche pas. Ah si, c'est là. Voilà, est-ce que vous imaginez la scène là? Nous sommes à Troie, en 1000 avant Jésus-Christ. Hector vient de tuer Patrocle et l'ami d'Hector est Achille. Alors Achille provoque Hector, Hector hésite, finit par sortir de Troie. Voyant Achille arriver, il est pris de terreur, il fait 3 fois le tour de Troie en courant et puis il décide d'affronter Achille et Achille le tue. Et c'est là que la comparaison est importante. Achille décide de dénuder Hector, de retirer les armes, il portait les armes de Patrocle, et de l'attacher à son char et de faire tous les matins le tour de Troie avec Hector nu, attaché au char. Priam, le père d'Hector, est bouleversé. Et il descend dans la cave de son château, il va chercher les butins les plus riches. Il les entasse sur son char et tout seul, il quitte Troie et il va vers les Grecs et il va voir Achille. Et il lui dit, il faut absolument que je puisse récupérer la dépouille de mon fils Hector pour pouvoir faire les devoirs funèbres. Et Apollon, qui soutient les Troyens, dit, Dieu méchant et cruel, vous n'avez pas le cœur de sauver le cadavre d'Hector pour le rendre à sa femme, à sa mère, à son fils, à son père, ainsi qu'à tout son peuple. Eux, sans délai, le brûleraient sur un bûcher et lui dispenseraient les funèbres honneurs. 2000 ans plus tard, cette photo
vous reconnaissez sûrement. C'est la photo de la première malade d'Aloïs Alzheimer. Aloïs Alzheimer l'examine, elle a un délire de jalousie, et surtout si vous lisez le compte-rendu d'Aloïs Alzheimer, elle est terriblement aphasique. Elle est jeune, hein, elle a une cinquantaine d'années. La patiente meurt, et là, statut différent du cadavre, puisque Alzheimer fait son autopsie. Je ne sais pas si c'est lui qui fait le prélèvement, mais en tout cas, il examine le cerveau et il trouve des lésions. C'est un changement complet de paradigme, parce que voilà une maladie de l'esprit qui a une cause matérielle. Et ça, je trouve que ça change énormément les choses. D'abord, ça change évidemment la conception qu'on peut avoir de l'esprit. L'esprit n'est pas quelque chose d'immatériel qui vogue comme une âme à côté du cerveau. Et je trouve d'ailleurs que le droit n'a peut-être pas totalement intégré ça. C'est-à-dire que la personnalité est quelque chose de dynamique. Ce que j'étais hier est probablement différent de ce que je suis aujourd'hui parce que mon cerveau est différent. Alors évidemment, on a fait des progrès. Et là, je vous montre deux images qui datent à peu près de la même époque, 1984-1985. Tout ce qui est marron sur ces images est pathologique. Et vous voyez donc deux échantillons de cortex cérébral du même patient. À gauche, il y a ce qu'on appelait les plaques séniles et qui sont en fait les dépôts d'une protéine qui s'appelle le peptide A-bêta. Vous voyez que c'est des dépôts extracellulaires qui donc occupent, je ne sais pas si j'ai une flèche, non peut-être pas, qui occupent l'espace entre les neurones. Et à droite, c'est l'accumulation dans le neurone de protéines tau hyperphosphorylées. Et vous voyez l'extraordinaire abondance des lésions. On ne peut plus dire que la maladie d'Alzheimer est une maladie psychologique. On ne peut plus dire que la maladie d'Alzheimer, c'est l'instinct de mort ou que sais-je. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui vous tombe dessus sans raison morale, sans raison psychologique. Et donc, les approches sont très différentes. Mon approche à moi, parce que c'est un peu mon credo, c'est d'aller chercher dans ces lésions la façon de traiter la maladie d'Alzheimer. Bien sûr qu'il y a de multiples façons de le faire, mais je pense que c'est essentiel et que puisqu'il y a des lésions matérielles, un jour, on soignera la maladie d'Alzheimer. J'en suis absolument convaincu. Et donc, je pense qu'il faut continuer à étudier la matière de la maladie d'Alzheimer, si je peux ainsi m'exprimer. Alors, je vous montre quelques images de plus près pour vous donner une idée. Là on a une plaque sénile. À droite, vous voyez tous les noyaux des cellules du gyrus denté et de l'hippocampe, et à gauche, là en marron, une plaque sénile qui est juste dans une zone de projection anatomique. Je ne vais évidemment pas développer tout ça, mais enfin, vous imaginez que l'anatomie n'est pas étrangère au développement de la maladie d'Alzheimer. C'est très intéressant de se demander comment la maladie d'Alzheimer progresse, parce que ça va nous dire comment les lésions évoluent dans le cerveau et comment donc on peut les combattre. Alors cette petite image que j'ai ajoutée, c'est des lésions extrêmement précoces. C'était quelqu'un qui était totalement asymptomatique. C'est les premières lésions tau que l'on peut avoir, donc d'accumulation de protéines tau dans les neurones chez un patient qui est encore très jeune. Vous voyez, c'est dans une région extrêmement précise du cerveau, le cortex transentorhinal, qu'on peut prélever très facilement et qu'on étudie tous les jours. Voilà. Alors juste, j'ai ajouté cette diapo pour Francis Eustache, parce qu'il nous a montré tout à l'heure des courbes sigmoïdes de l'évolution de la maladie. Alors c'est les courbes sigmoïdes que font aujourd'hui les imageurs. Sauf que les courbes sigmoïdes en question, on les avait faites depuis 20 ans avec l'étude des cerveaux. Et quand on étudie les cerveaux véritablement au microscope, on s'aperçoit que la pathologie tau, la pathologie neurofibrillaire, précède de à peu près 30 ans la pathologie amyloïde. Alors bon, on peut discuter sur ce point. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les symptômes sont surtout liés à la pathologie amyloïde. Puis encore une petite dernière pour vous expliquer les progrès qui sont effectués aujourd'hui sur la recherche sur la matière de la maladie d'Alzheimer. On s'est rendu compte qu'en injectant des homogénats de cerveau de patients Alzheimer à des souris transgéniques, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut provoquer l'apparition des lésions.
Et c'est un vrai changement de paradigme, parce que ça veut dire que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un processus de type prion qui a lieu, c'est-à-dire une protéine qui a des capacités, je ne veux pas dire infectieuses, mais des capacités de modifier la protéine normale du cerveau récepteur, du cerveau hôte, et de se transformer en protéine pathologique. Alors voilà, bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut étudier le cerveau post-mortem? Évidemment, si on veut le faire dans le respect de la loi et avec l'assentiment des personnes. Il ne s'agit évidemment pas d'aller voler des cerveaux. Donc, il faut qu'on institue un système de don de cerveau, d'un programme auquel les patients puissent adhérer. Les associations de malades nous ont beaucoup aidés dans cette démarche. Et on avait réussi en 2006 à mettre ensemble, autour de la table et dans le projet, 4 associations de malades que je cite, France Alzheimer, l'ARCEP, qui est une fondation de recherche sur la sclérose en plaques, France Parkinson et Connaître les syndromes cérébelleux. On avait formé un groupement d'intérêt économique qui finançait l'opération. Alors j'utilise l'imparfait et ça me désole, mais il y a très peu de temps, France Alzheimer a décidé de sortir du groupement pour des raisons multiples. Et donc, on se retrouve à 3, mais je pense qu'on va quand même continuer l'entreprise en trouvant d'autres financements. Il faut bien sûr l'assentiment des malades, il faut des consentements, je vais y revenir. Il faut également des neuropathologiste. Et le neuropathologiste en France se fait rare. Donc il y a un réseau de neuropathologie qui couvre les principales villes de CHU en France qui sont susceptibles de faire le prélèvement de cerveau, le décès une fois intervenu. Et puis on a une coordinatrice qui a un téléphone dans sa poche qui est susceptible de répondre aux familles lorsque le décès survient, d'organiser le transport du corps jusqu'au CHU où le prélèvement est effectué. Et on a une ingénieure qui prépare les échantillons pour les différentes équipes scientifiques qui sont susceptibles de les étudier. Alors, consentement, est-ce que c'est un consentement éclairé? Qu'est-ce qu'on demande aux patients? On lui demande de faire don de son cerveau pour la recherche. Évidemment, si c'était un projet précis, on n'y arriverait pas. S'il fallait incinérer les cerveaux au bout d'une seule étude, le projet serait sans fin, serait voué à l'échec. Donc, c'est un consentement, c'est un assentiment, comme disait plutôt Emmanuel Hirsch hier. Je pense qu'il faudrait avoir dans la loi quelque chose qui dise un consentement pour un programme de recherche. C'est un consentement dynamique plutôt qu'un consentement pour un projet précis. Alors, j'ai repris là la déclaration d'Helsinki pour souligner aussi la difficulté du consentement chez une personne qui a évidemment perdu une partie de sa conscience. Mais enfin, ça, c'est prévu par la loi et je pense que ça ne soulève plus de difficultés particulières. Alors, voilà comment on procède. Donc, il y a des prélèvements qui sont faits pour le diagnostic, des prélèvements qui sont congelés et qui sont mis à la disposition des chercheurs sur la base de projets de recherche qui sont évalués par des comités scientifiques. De cette façon, en 10 ans, on a récolté, je ne sais pas comment il faut dire, prélevé 515 encéphales. On a environ distribué 2500 échantillons aux équipes de recherche, et ce qui a produit 27 articles. Bon, peut-être qu'on pourrait faire mieux, mais enfin, c'est le bilan de ces 10 ans d'efforts. Les problèmes. On a quelques problèmes, et je dois dire que l'essentiel des problèmes sont d'origine génétique. C'est-à-dire qu'il nous arrive de faire des diagnostics post-mortem de maladies génétiques, donc de maladies familiales. C'est une situation très désagréable. Vous faites un diagnostic que la famille ne connaît pas, et quel est le retour qu'il faut faire sur la famille? C'est un sujet qui est encore mal exploré, et je serais très heureux d'avoir des avis là-dessus, parce que le diagnostic post-mortem est quelque chose, une opération délicate et qui doit sûrement s'associer à un retour sur la famille, mais dans quelles conditions et comment, je pense que la réponse n'a pas encore été donnée. Je voudrais aussi parler des obstacles au prélèvement post-mortem. Ces derniers temps, on en a vécu un grand nombre, et je dois dire que
on est de plus en plus surpris des obstacles qui se dressent devant nous, et j'ai personnellement l'impression d'une véritable régression. Il y a des obstacles religieux qui se sont multipliés, on pourra en discuter, mais qui nous paraissent totalement insensés. Je pourrais vous raconter des histoires, mais ce n'est vraiment pas le lieu de le faire ici. Il y a un obstacle psychologique qui est l'absence du deuil, c'est-à-dire que très souvent, les familles nous parlent du corps du patient qui vient de décéder comme s'il était encore vivant. On ne va pas lui faire subir encore en plus, etc. Évidemment, la personne ne sent plus rien, on ne lui fait rien subir du tout. Le deuil n'a pas été fait. Et puis, il y a de très nombreux obstacles sociologiques. L'un des plus fréquents qu'on nous énumère, c'est la crainte des carabins. Vous faites des plaisanteries sur les cadavres, ce qui n'est évidemment pas le cas. Il y a aussi un sentiment fréquent, et de plus en plus fréquent, je trouve, que les échantillons sont monnayés et servent aux grands groupes pharmaceutiques. Donc, il y a une espèce d'imagination comme ça, d'une machination où on prend des prélèvements pour les vendre à gauche, à droite. Inutile de dire que notre entreprise est totalement déficitaire et qu'on ne pourrait pas survivre sans l'appui des associations pour l'instant. Il y a évidemment l'identification du médecin à la maladie. Donc, comme on étudie la maladie, on en est en quelque sorte responsable. Et donc, de temps en temps, on a une agressivité des familles qui s'explique, je pense, par ce point. Et puis, il y a une conception réactionnaire qui est intéressante aussi, qui est les maladies sont naturelles. La maladie d'Alzheimer fait partie de l'humanité et on n'y arrivera jamais. Donc, ce n'est pas la peine d'étudier tout ça. Les chercheurs sont les représentants d'une modernité dangereuse. Évidemment, je crois que ce n'est pas justifié. Je pense qu'il faut continuer. Voilà. Alors, donc, je vais terminer sur cette espèce de balancement. Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en fin de compte, doit impliquer des êtres humains. Et d'autre part, si l'objectif premier de la recherche médicale est de générer de nouvelles connaissances, cet objectif ne doit jamais prévaloir sur les droits et les intérêts des personnes impliquées dans la recherche. Je vous rappelle, Priam allant chercher le corps de son fils. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Dans quelle mesure est-ce qu'il faut... Bien sûr qu'il faut respecter cela, mais dans quelle mesure est-ce qu'il faut faire de l'éducation pour faire comprendre notre action? Tout ça, c'est encore évidemment des débats qu'il faut avoir. Donc j'en arrive aux conclusions. L'examen et la recherche sur le cerveau est toujours utile. C'est mal financé, mal évalué, difficile. Il y a une tension entre les obligations morales et les besoins de la recherche. Et le problème du diagnostic post-mortem inattendu et de la génétique est encore très présent. Et je pense qu'il faudra qu'un jour, les éthiciens se penchent sur la question. Et enfin, je voudrais signaler que notre entreprise est extrêmement fragile. Et je voudrais terminer, je crois que ça va marcher, sur une vidéo qu'on a réussi à faire récemment, des lésions de la maladie d'Alzheimer en 3 dimensions. Donc on transparise, on rend transparent le cerveau. Et ce que vous voyez là, ce sont les axones normaux. Et en vert, là, c'est les accumulations de protéines tau. Donc vous imaginez l'importance de ces lésions qui occupent le cerveau. Et en bleu, vous voyez apparaître les plaques séniles. Donc, imaginez les dégâts que peuvent entraîner ces lésions sur le fonctionnement normal du neurone. C'est évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, la cause matérielle d'une maladie de l'esprit. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci aux 3 orateurs qui ont parfaitement tenu leurs obligations dans le temps qui leur était imparti. Ça doit nous laisser, je pense, je me tourne vers Jean-Marc, mais un gros quart d'heure peut-être pour la discussion, oui, avec la salle. Est-ce qu'il y a des premières réactions? Oui.
Oui, en fait, j'avais une question technique pour le dernier intervenant. En pratique, dans les formulaires d'information et donc dans le consentement, vous demandez que les gens consentent à une génétique post-mortem également. Il y a effectivement une ligne qui mentionne la possibilité d'une génétique post-mortem. Vous savez que l'analyse génétique post-mortem est interdite par la loi s'il n'y a pas Sauf l'assentiment. si les gens ont consenti de leur vivant. Sans l'assentiment des C'est personnes. pour ça que je vous posais la question. Et je pense qu'il y a des progrès à faire sur ce point parce que c'est absolument tragique pour nous. Parce que ça implique de ne pas faire un grand nombre de recherches qui seraient très très utiles, bien sûr, d'avoir à la fois la neuropathologie et les polymorphismes d'un certain nombre de gènes. Mais en pratique, il vous arrive d'avoir des gens dont vous avez pu prélever le cerveau, mais pour lesquels vous n'avez pas de consentement à la génétique? Ça arrive, oui, mais je pense que c'est un problème d'éducation, sans doute qu'il faudrait... D'éducation des gens qui font signer. D'éducation des gens qui font signer, bien sûr. Oui, mais là, par contre, la question aussi, c'est le... Bon, a priori, là, on n'est pas dans le diagnostic précoce, sauf s'ils se sont fait renverser dans la rue. Mais donc, dans ces conditions, l'information et le consentement, c'est les gens ou c'est la personne de confiance, c'est le représentant légal, c'est qui? On applique strictement la loi, c'est-à-dire qu'on demande, quand les patients sont vraiment au stade de démence évoluée, on demande à la famille de porter témoignage du fait que le patient voulait contribuer à la recherche, éventuellement en faisant un don d'organes, enfin un don de cerveau en l'occurrence. Parce que là, en même temps, vous avez raison, hein, il faut qu'il y ait des progrès de fait, c'est absolument certain. Mais expliquer la génétique, et c'est pas seulement une ligne, on pourra faire une analyse génétique, expliquer la nature de l'analyse génétique, parce que polymorphisme, exome, etc., c'est pas forcément très facile à expliquer, à comprendre. Et la possibilité d'un retour éventuel vers la famille, parce que c'est ça le problème quand même. Hein. On est dans une problématique compliquée, hein, et qu'il faut faire, mais qui est compliquée. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait imaginer un peu comme un système, enfin comme pour les systèmes de déclaration avant en bonne santé, comme on pourrait l'imaginer pour le don d'organes, mais c'est pas le don d'organes pour greffe, que lorsque notre mort surviendra, comme on fait des dons de son corps à la science, qu'on donnerait son corps à la science, dont le cerveau, à fin de recherche. Alors on peut mourir d'autre chose que la maladie d'Alzheimer, mais ça augmenterait le potentiel éventuellement de c'est fait dans certains pays, c'est fait au Canada par exemple, où ça figure sur le permis de conduire. Mais en France, actuellement, je vois difficilement une évolution aussi rapide. Hein. Je pense qu'il va falloir beaucoup parler et faire comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas tellement de promotion du don du corps à la science? Je parle de ça. Il est interdit de faire de la publicité. Donc on peut juste faire de l'information. Oui, on partage une culture commune parce que en tant que médecin légiste, on a beaucoup exploré ces questions. Alors quelque part, on est protégé par un contrat social, la médecine légale, puisque la justice nous autorise de facto à accéder au corps mort sans le consentement de la personne. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement quelque chose à inventer, mais j'avais envie de poser la question, parce qu'on reste tous avec nos incertitudes, est-ce que c'est un débat que vous avez eu à l'Agence de la biomédecine, vous avez fait remonter, parce que je pense qu'on est tous très longtemps dans la souffrance professionnelle, et tant qu'on ne fait pas remonter les choses dans le débat public, ça a du mal à évoluer. Donc c'est déjà une première question, est-ce que ça a été porté? Parce que je sais qu'à l'Agence de la biomédecine... On a demandé l'autorisation à la biomédecine, on a déposé notre protocole, mais ça n'a pas été plus loin. Mais elle ne vous a pas donné une fin de non-recevoir à votre protocole? Ah non, absolument pas, non. Parce que dans la question que vous posez, je me pose souvent la question de qu'est-ce qui nous empêche, Christine dit ce matin, d'être créatif. C'est-à-dire que vous dites par exemple que vous êtes quelque part embêté avec le problème du retour de résultats.
on voit bien pourquoi on est embêté, c'est parce que vous voyez la perte de chance ou la question du recours potentiel des proches, qui est à mon avis une vraie question. Je pense que ce débat il peut être posé par la personne qui est dépositaire du témoignage. Elle peut très bien être aussi la personne récipiendaire du résultat comme étant membre de cette famille concernée. Et je pense que si on propose des règles éthiques à la collectivité et que secondairement la loi s'en empare, c'est une solution qui peut être opérationnelle. Je pense en deux mots que c'est à nous de créer les règles. Bien sûr. On a le bien travail connu, est immense. Voilà. On a bien connu ce débat aussi avant les lois de bioéthique de 94. Les gens qui avaient les embryons et les gamètes en garde n'avaient pas de régulation. Ils ont créé leur régulation et la loi les a absorbés. Et voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est aussi un appel pour vous dire que si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là, moi je suis captivé par ces sujets-là. Et ça rejoint une question qu'on a beaucoup travaillé avec les réanimateurs, qui sont un sujet qu'il faut mettre aussi sur la table, parce qu'en réanimation, il y a des prélèvements post-mortem réalisés, dont le statut juridique, éthique et de contrat social est tout aussi peu clair que celui dont il n'y a pas de critique dans mes propos, quand je dis tout aussi peu clair, mais tout aussi incertain de son liberté. Et je pense que voilà, on peut mettre tout ça sur la place et que l'accès au corps mort plus symboliquement pourrait être aussi considéré effectivement comme un consentement présumé dans la société au motif que la science est un bien collectif. Donc on pourrait inventer de nouvelles valeurs autour de ces choses-là. Il y a quand même des choses en législation sur l'autopsie médicale. Il y a des prélèvements faits sur... Certes, avec consentement. Avec consentement. J'insiste. Là, je suis dans un cas où le consentement n'est pas possible. Des questions, des interventions? Sur la réserve cognitive, finalement, ce n'est pas si simple pour moi de comprendre comment on mobilise une réserve cognitive. Et je n'ai pas tellement, finalement, compris ou saisi s'il y avait un intérêt réel à développer et à cette réserve cognitive dans la prévention, la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a... Vous avez parlé d'une amélioration sur un ou deux ou quelques paramètres de la mémoire, essentiellement liés à la mémoire du travail, c'est ça, si j'ai bien compris. Et est-ce que c'est corrélé avec des indices, par exemple, des évaluations de la qualité de vie, du ressenti de la vie de ces personnes, ou c'est une association simplement statistique, mais qui n'a pas vraiment d'impact sur le vécu réel des gens, d'ordre du plaisir que peut-être ils avaient déjà avant de jouer de la musique et qui continuent à jouer de la musique ou autre chose. Hein. Oui. Donc là, en fait, c'est évident que ces travaux, ils signifient simplement, ce sont des travaux observationnels de ce point de vue-là. Ils disent, on observe que en faisant tel ou tel type d'activité, en cumulant tel ou tel type d'activité. Vous avez tous entendu parler notamment des bénéfices de faire de l'activité physique ou autre chose. On peut donc en avoir des bienfaits. Donc, c'est intéressant. Alors, en fait, ces travaux, ils ont plus vocation à essayer donc de nous expliquer des mécanismes fondamentaux. Alors, je parlais de la neuroplasticité et de nous expliquer effectivement comment nos activités, les modifications de notre activité de la vie de tous les jours faisaient que ça allait impacter le fonctionnement de notre cerveau et même modifier en fait sa structure. Donc de mieux comprendre ces paramètres et comment ces paramètres jouent sur notre santé globalement. Et ça, ce sont les études plutôt épidémiologiques qui nous permettent de le dire. Après, on voit bien qu'il y a des messages sociaux qui sont relayés à partir de ces études assez fondamentales, en définitive, sur l'hygiène de vie. Voilà, on sait tous qu'il faut faire un peu de sport, qu'il faut manger régime méditerranéen ou que sais-je. Donc, il y a des recommandations qui viennent derrière cela. Donc, on observe effectivement que certains facteurs permettent de jouer sur les facteurs de risque. Après, c'est intéressant de considérer comment, par exemple, une pratique sociale ou de loisir impacte notre santé physique et psychique.
Mais là, le but de ces travaux, c'est pas de dire si les gens se sentent mieux dans l'absolu immédiatement. Après, c'est vraiment une dimension qu'on va voir arriver plutôt dans la prise en charge, et, puisque là, je me situais plutôt sur le versant diagnostic précoce, puisque c'était effectivement la thématique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est de rebondir effectivement entre nos deux interventions qui sont dans la continuité d'une certaine manière. Je trouve que les neuropsychologues, la neuropsychologie a, ces dernières années, permis au niveau de la maladie d'Alzheimer de faire avancer le regard des patients, le regard qu'on pouvait avoir sur ces patients de manière plus positive. Dans longtemps, effectivement, on s'est concentré sur la mesure des déficits, mais en affinant la mesure des déficits, on a fini aussi par voir qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient aussi préservées, de fonctionnements qui continuaient à être préservés. Et petit à petit, il y a je dirais, un changement là aussi de paradigme dans la tête des neuropsychologues, c'est comment s'appuyer davantage sur ces observations de ce qui est préservé dans la cognition pour travailler avec les patients sur ce qui fonctionne. Comment on vit sans mémoire? C'était la question. Comment on vit sans mémoire? En fait, on peut très bien vivre sans mémoire. C'est-à-dire que là aussi, il y a une pression sociale sur l'idée que notre mémoire, c'est toute notre identité de manière absolue et que sans mémoire, on n'est plus rien. Moi, combien de fois j'ai vu, en fin de compte, lorsqu'on présentait des ateliers de chant ou autres, des journalistes qui disaient vous, c'est bien gentil, ça leur fait plaisir, vos patients, mais en définitive, ils auront tout oublié après, donc ça sert à rien. Hein, comme ils oublient, ça sert à rien. On est désolé. Donc déjà, premièrement, on a montré qu'ils oubliaient oui, de manière factuelle, mais qu'en fait, il restait une conservation donc, de l'expérience vécue dans leur cerveau et dans leur vie psychique, puisqu'ils pouvaient en restituer un certain nombre d'éléments si on pouvait leur mettre les bons indices donc sous les yeux. Donc, je pense que là, vraiment, il y a une évolution dans la manière dont on a d'envisager en neuropsychologie de manière globale, je ne parle pas que pour les psychologues, hein, les déficits des patients et de dire oui, la mémoire est perdue, mais on peut faire plein de choses avec cette mémoire perdue et on peut notamment, moi j'ai insisté sur les activités de loisirs et l'art, eh bien, ce qui nous a plu dans notre vie avant la maladie continue à nous plaire, continue effectivement à nous procurer des moments effectivement de relations sociales riches et individuellement valorisantes. Et je pense que cet aspect-là, ça nous montre bien que la vie psychique continue. Tu as cité gentiment Marie-Lou Eustache, qui a bien montré dans notre laboratoire que le noyau dur de l'identité des patients, il perdure malgré la perte de mémoire. Et là, on est sur un débat qui est tout à fait différent par rapport à la problématique diagnostique précoce, mais je pense que c'est important de le dire. Effectivement, il faut changer l'image de cette maladie par rapport effectivement à ce que le grand public le voit. Cette maladie, effectivement, de la mémoire, comme si la mémoire, c'était toute notre identité. Non, c'est pas si simple que ça. Merci d'avoir repris cette thématique. Je crois qu'il ne faut pas opposer l'approche, on va dire très vite, neuronale à l'approche psychologique ou psychiatrique. Par contre, le postulat psychiatrique, il faut l'entendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est la vie psychique se distancie du cerveau, comme la vie institutionnelle se distancie des murs de l'institution. Il y a un parcours, encore une fois. C'est cette idée de parcours que j'ai essayé de travailler pour aujourd'hui. Par contre, j'ai une question à vous poser, parce que je n'ai peut-être pas tout bien compris. C'était cette idée de consentement dynamique qui a été déjà un petit peu évoquée hier, cette idée d'assentiment. Parce que le juriste, quand il entend ça, il se dit c'est un peu confus. C'est-à-dire que dans la loi, le consentement, on peut le retirer à tout moment. Donc par nature, il est dynamique. Sinon, on ne pourrait pas le retirer à tout moment. Si le consentement à un moment T, ça devait être obligatoirement le consentement à un moment T plus 1, ça ne serait plus le consentement tel que la loi le dit aujourd'hui. Et logiquement,
théoriquement, juridiquement, l'assentiment, c'est justement le moment où vous donnez le feu vert. C'est-à-dire vous êtes toujours d'accord. Oui, je suis toujours d'accord. Allez-y, opérez-moi. D'un point de vue purement, voilà, dans la définition aujourd'hui, c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant avec cette idée de consentement numérique? Parce que j'ai quand même compris, par contre, que manifestement, la législation d'après vous était en retard sur la pratique du don de cerveau, sur la facilitation quoi, de cette pratique. Un consentement éclairé, ce serait de dire, voilà, j'accepte de donner mon cerveau pour que l'équipe de M. Durand étudie le récepteur GLU-R2 dans la maladie d'Alzheimer. Voilà un consentement éclairé. Si on faisait ça, on serait obligé d'incinérer le cerveau après que l'étude GLU-R2 a été effectuée. Ce qu'on demande là, c'est que le patient dise « j'accepte que mon cerveau puisse servir à un certain nombre de programmes de recherche chaque fois qu'ils ont été évalués par un comité scientifique ». Parce que, donc, autrement dit, on collecte des cerveaux en amont de la recherche qu'on va faire sur eux. Et c'est la seule façon de faire, puisque si on devait le faire a posteriori, on ne pourrait plus, puisque les patients sont décédés. C'est dans ce sens-là. Mais évidemment, les patients peuvent retirer leur consentement à tout moment, en pré-mortem, bien sûr. Bien sûr. Un micro qui circule, voilà, qu'on puisse vous entendre. D'abord, sur la notion d'assentiment, on pourrait prendre à la sortie l'avis de l'espace éthique Alzheimer qu'on a rendu sur un certain nombre de points, notamment la recherche et le concept d'assentiment. Tout à l'heure, merci Charles Deckert de nous avoir fait cette présentation éthique remarquable. Il y a pas mal de points que j'aimerais discuter avec vous à la suite de notre colloque. La notion d'assentiment est une notion qui est reprise dans la déclaration d'Helsinki dans sa dernière version, c'est-à-dire la version de 2013. Elle concerne des personnes en situation de vulnérabilité qui ne sont plus en capacité de consentir ou qui culturellement ne sont pas dans une culture du consentement. Et l'assentiment est perçu notamment pour des maladies neuroévolutives qui font qu'à un moment donné, la personne ne peut plus discerner, ne peut plus argumenter, donc ne peut plus arbitrer, c'est la reconnaître dans ce qu'elle a été dans ses préférences, dans ses habitudes. C'est-à-dire, vous pouvez très très bien considérer que quand il y a un choix à faire pour une personne, la reconnaître dans ses droits, c'est la reconnaître dans ce qu'elle aurait préféré au moment où elle aurait pu l'exprimer. Donc, c'est quelque chose un petit peu de l'ordre du différencié. Je vous donne un exemple très trivial. La personne ne peut peut-être plus exprimer volontairement ce qu'elle souhaite, mais vous pouvez donner le choix à la personne entre prendre tel vêtement plutôt que tel autre, donc de vous mettre dans une situation, essayer de reconstituer ce qu'étaient ses préférences et la respecter là où elle ne peut plus s'exprimer dans l'instant présent au nom du concept d'assentiment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et vous voyez très très bien dans les textes de loi sur les personnes qui ne peuvent plus exprimer leur consentement, il y aurait quelque chose de préjudiciable vis-à-vis de ces personnes de ne pas les mettre dans une situation de bénéficier d'un traitement qui pourrait leur être efficace, ou de refuser à des personnes qui seraient atteintes de la maladie dans le futur le développement d'une recherche qui ne peut être menée que sur ces personnes. Dans tous les textes d'éthique, depuis d'ailleurs la loi d'août 2004 sur la santé publique, on considère qu'il y a un encadrement particulier en termes, j'allais dire, de précaution, mais que les personnes, ce n'est pas parce qu'elles sont dans l'incapacité de consentir qu'elles ne peuvent pas participer à une recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la notion de consentement n'est pas pertinente. Et de plus en plus, apparaît un concept du devoir de recherche. Il y a une solidarité à travers la recherche. C'est un petit peu la même chose si on voit par analogie, et ça s'est encore exprimé dans la dernière loi finalement de modernisation du système de santé par rapport au prélèvement d'organes. De plus en plus, un certain nombre de concepts évoluent. Et donc, je me permets de dire, ce qui serait intéressant, c'est effectivement même de discuter sur la question de consentement anticipé à travers les directives anticipées. Parce que si demain, puisque c'est dans les textes aujourd'hui, et regardez d'ailleurs les directives anticipées formulées dans les procédures aujourd'hui de l'HAS qui ont quelques semaines, une personne qui n'est plus compétente en réanimation aura rédigé des directives anticipées dont on ne sait pas au moment où elles vont avoir en usage si elles sont encore en accord avec ce que la personne souhaiterait au moment présent. Et pourtant, on va prendre en compte les directives anticipées puisqu'elles sont maintenant opposables.
Mais je veux dire, donc et je trouve que la notion de dynamique est très intéressante. Et on l'a vu tout à l'heure dans une intervention, la relation de soins ne peut pas être statique, elle n'est pas uniquement procédurière. Et je pense que de plus en plus, alors il faudrait à nouveau détailler ce propos, je le dis de manière un petit peu abrupte, je pense que l'intérêt général dans une société, c'est aussi un intérêt qui existe. On est membre d'une société. On va bénéficier de recherches qui ont été faites sur d'autres personnes. Juste une parenthèse qui n'est pas anecdotique. Tout à l'heure, tu as évoqué la loi Hurier-Cyrus-Clay du 20 décembre 1988 sur les personnes qui se prêtent aux recherches biomédicales. Il y avait un parlementaire qui, dans les préparations de la loi Hurier-Cyrus-Clay, a dit « Est-ce qu'on n'a pas un devoir de recherche ? C'est-à-dire, est-ce que tout citoyen n'a pas à contribuer à la recherche, donc en s'investissant dans un essai, en disant que finalement, il bénéficiera bien demain de recherches qui ont été faites sur d'autres personnes. Donc il y a quand même une solidarité, hein, c'est comme la solidarité du don d'organes. C'est là où je comprends l'approche de Charles Duquesne par rapport au don de cerveau. La personne va quand même bénéficier d'un accompagnement, enfin je veux dire, et très souvent, on avait une réunion, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait été organisée avec un de vos collègues à l'Espace Éthique il y a quelques années, où moi j'avais été frappé de la position des associations qui disaient « mais pour nous ça a du sens de participer à la recherche et peut-être que le meilleur défi à la mort annoncée, c'est de pouvoir dire que notre mort n'aura pas été inutile ». Et donc, je l'ai vécu, hein, cette observation à l'Espace Éthique, il y avait toutes ces associations, et pour moi, ça me paraissait même impressionnant d'entendre des personnes malades. Ils disent, mais moi, ma manière de lutter contre la maladie, ça sera aussi lutter contre la maladie qui touchera d'autres personnes. Donc, il y avait à la fois cette dimension de solidarité et cette dimension de sens qu'on trouve aussi dans le débat sur le don d'organes. Donc voilà, je pense qu'en matière d'éthique, on ne devrait ne pas renoncer à aborder toutes ces opportunités qu'on a dans une démocratie à faire vivre les valeurs d'une démocratie, les valeurs de la solidarité. Et rendre hommage au côté impressionnant des gens qui disent de leur vivant, quand je serai mort, je donne mon cerveau à la science. C'est un acte d'humanité extrêmement bouleversant et qui rassure aussi sur les valeurs de solidarité. Alors, je ne sais pas si j'ai dit d'une manière aussi claire qu'il fallait. Tout ça pour dire, et pour terminer sur un point, je pense qu'il y a intérêt à revoir les concepts de consentement d'un point de vue pratique, c'est-à-dire qu'il faut des règles d'éthique, il faut des grands principes, mais si vous regardez, tout à l'heure vous avez montré la déclaration d'Helsinki, qui est pour nous un texte fondamental, puisque après Nuremberg, on a eu les différentes générations. Soyez attentifs à une chose, c'est qu'entre la première en 63 et puis la dernière version 2013, il y a des évolutions fondamentales. Tout ça pour dire que les principes de l'éthique, c'est d'abord des principes qui se discutent et des principes qui évoluent. Et rappelez-vous de la formule de Durkheim, la morale, c'est l'état d'esprit de la société à un moment donné. Si la science permet des choses qu'elle ne permettait pas hier, et qu'on reste sur des positions, j'allais dire, qui ont été pensées hier sans les possibilités qu'on a aujourd'hui, on passe à côté de tout ce qui est une aventure humaine qui a quand même pour finalité d'apporter des traitements. Voilà, je dis un peu simplement tout ça pour dire, ne restons pas systématiques et ayons aussi l'intelligence de dire que des professionnels qui sont auprès de familles, qui vivent au quotidien la douleur, le désespoir de familles, ont aussi une compétence en éthique qui vaut celle des juristes ou des éthiciens à patenter. Merci, merci pour les applaudissements, mais gardez-les. Je rends le micro. On a encore le temps pour une dernière question, s'il y en a une dans... Oui. Non, je voudrais ajouter un commentaire à ce qu'a dit Charles, parce qu'il a parlé beaucoup de la maladie d'Alzheimer. Mais en fait, il faut que le public sache vraiment qu'on a un continent de maladies inconnues. Et l'histoire récente de ces 5 dernières années montre combien des travaux menés sur des cerveaux donnés ont permis des avancées considérables pour des maladies à expression neurologique ou psychiatrique. Et je pense que dans nos informations, on insiste tellement sur les biomarqueurs, sur ce qu'on voit in vivo, ce qu'on est capable de faire, que ça dessert en quelque sorte ce qui est quand même la vérité des lésions dans le cerveau. Et vraiment, quand vous voyez tous les travaux qui sont menés dans les grandes banques nord-américaines, je pense que c'est tout à fait clair. Il faut vraiment, alors qu'on a un tissu de cliniciens français, à mon avis, très organisés, qui font très bien le travail, il y a un déficit parce qu'on n'a pas réussi à convaincre avec le temps qu'il faut. Il faut prendre beaucoup de temps pour convaincre une famille, pour convaincre une personne qu'elle donne son cerveau.
Et il va falloir revenir encore vers les associations, vers France Alzheimer, parce que je pense qu'on n'a pas été bien compris. Merci beaucoup pour cette intervention. J'aurais dû le signaler, évidemment. On a identifié peut-être une dizaine de nouvelles maladies ces 10 dernières années qui sont toutes sur des bases neuropathologiques. Donc, c'est vraiment important de continuer. Bien. Merci. On va clore cette table ronde. Donc, je sais que vous avez droit à un quart d'heure de pause et qui est raccourci donc de moitié par rapport à ce qui était prévu pour pouvoir tenir les engagements du forum et permettre aux gens qui viennent de loin de pouvoir repartir. Merci.